Chers amis, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chaîne YouTube qui est une chaire, vous le savez, dédiée au combat d'Henri Lafontaine, notre prix Nobel de la paix 1913, un homme qui était particulièrement attaché à l'idée de la paix, cofondateur et animateur du Bureau international de la paix, les conférences sur la paix, la Société des Nations, l'idée que l'arbitrage pouvait régler les conflits. Il en a été plus que déçu, mais reste évidemment une pensée active. Alors dans ce cadre-là, il nous a paru particulièrement intéressant de recevoir un confrère indépendant, Wilson Fache, reporter de guerre, qui vient d'être couronné, c'est le premier Belge à l'être, par le prix Albert Londres, ce qui a quelque part valeur de prix Nobel du journalisme. Et nous sommes donc évidemment ravis de le recevoir. Bonjour Wilson. Bonjour. Un prix comme le prix Albert Londres, c'est d'abord souligner ce que lui-même disait du journalisme, c'est-à-dire porter en quelque sorte la plume là où le fait existe et là où ça fait mal. Ouais, porter la plume dans la plaie, c'est ce qu'il écrivait. Oui, je pense que c'est ça l'essence. Je ne sais pas si c'est l'essence du journalisme de manière générale, c'est en tout cas l'essence du journalisme en zone de conflit. C'est ce qui est ma spécialité. On est là pour ça. On est là pour mettre en lumière les crimes qui peuvent être commis, les souffrances humaines, surtout, en tout cas moi, c'est ma démarche auprès des civils. Donc oui, ça c'est l'essence du métier. Quel est l'élément déclencheur qui fait qu'un jour, le jeune Wilson, toujours jeune d'ailleurs, mais le jeune Wilson, au sortir de ses études de journalisme, en ayant cela dit aussi été chercher du côté du King's College à Londres une étude des phénomènes de guerre, qu'est-ce qui amène le jeune Wilson à choisir ce chemin vers la guerre? Alors ça n'a pas été un chemin vers la guerre, c'était un chemin vers le Moyen-Orient, où il y avait des guerres au moment où j'arrive dans la région. Mais moi, en fait, je fais des études de journalisme ici à Bruxelles, à l'IEX, de 2010 à 2015. 2011, c'est le printemps arabe. C'est les révoltes du Caire à Damas, en passant par la Tunisie et la Libye. Des révolutions et des contre-révolutions, des guerres. Et tout ça, ça berce, toute cette actualité-là berce en fait mon apprentissage du journalisme, puisque c'est à ce moment-là que je me forme. Donc ces événements ont un écho en moi. Je suis très curieux. Et donc, assez rapidement, dans le cadre de mes études, je me dirige vers la région à travers des stages de fin d'études, à travers des travaux de fin d'études. Et puis finalement, un premier terrain. Mon premier terrain, c'est l'Irak. Donc je fais une première mission. C'est en 2015, j'ai 22 ans. Et je m'étais vraiment reparti en fait. Oui, depuis lors, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Moyen-Orient, récemment l'Ukraine, on va balayer ces terrains-là qui ne sont jamais des terrains pacifiés. Mais il y a aussi peut-être ce vieil adage que bon sang ne saurait mentir. Vous n'êtes pas le petit-fils de n'importe qui, Wilson Fache. Adrien Fache, résistant, engagé. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un exemple qui vous parle? Oui, fatalement. Parce que j'ai grandi avec ce grand-père et donc aussi ce symbole, même si lui en parlait peu. C'était pas un sujet de conversation, la résistance, la Seconde Guerre mondiale. Ni avec ma grand-mère d'ailleurs, qui elle aussi, à une peut-être plus petite échelle, mais a aussi été engagée dans la résistance. Non, tout ça, je l'ai découvert plus tard en fait, puisque quand mon grand-père décède, je dois avoir 20 ans, je dirais, et donc pas encore captivé par ces récits de Seconde Guerre mondiale qui me paraissaient être très très lointains. Mais c'est plus tard en fait que j'ai un peu aussi découvert tout ça, notamment via un livre, via des articles de presse. C'est aussi dans la presse finalement, au moment de son décès, que je découvre Adrien Fage, grand résistant. C'est les titres de presse. Donc je suis un peu surpris presque, puisque lui on parlait jamais. C'est les autres qui parlaient de lui. Lui ne parlait pas de lui-même. Donc oui, forcément, c'est quelque chose qui est toujours là dans un coin de la tête, parce que forcément, c'est un exemple à suivre. Est-ce que d'ailleurs, en termes d'exemple à suivre, est-ce que c'est le type de personnalité qui vous intéresse lorsque vous faites les reportages? Dans la réception de votre prix, Albert Londres, pour un certain nombre de reportages bien particuliers, on va y revenir, mais
on a singulièrement pointé le fait que vous aimez être au plus près des gens, rendre compte au plus près des gens. Alors quand on est au plus près des gens sur des terrains de guerre, est-ce qu'on peut rendre compte sincèrement du caractère résistant? Oui, je pense, c'est des thématiques qui m'ont intéressé, notamment en Irak, durant la guerre contre le groupe État islamique, Daesh, où j'étais très intéressé, très enclin à rencontrer des résistants aux djihadistes, des gens qui vivaient sous occupation dans une ville comme Mossoul, par exemple, qui à l'époque était en quelque sorte la capitale de ce califat autoproclamé. Et donc ensuite, à la libération, quand la coalition internationale et l'armée irakienne a tenté de reconquérir cette ville, quartier par quartier, rue par rue, on a pu aller chercher ces témoignages de gens qui, durant l'occupation, avaient résisté, des témoignages assez fascinants. Et aussi, l'autre pendant, ceux qui ont pu collaborer, ceux qui ont accueilli les djihadistes. Donc c'est les deux qui m'intéressent en fait. Moi, je ne suis pas fasciné par les héros, je suis aussi fasciné par les anti-héros. Qu'est-ce que ça nous dit en fait, au fur et à mesure de l'état d'esprit des populations aujourd'hui? Parce que les théâtres de guerre se multiplient au point même qu'on en accueille, si j'ose dire, sur le territoire européen, ce que l'on avait un peu oublié, même si les Balkans, l'ex-Yougoslavie, le Kosovo auraient dû nous rappeler que c'était toujours possible. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit pour l'instant des gens? Ceux que vous rencontrez, c'est quoi? Ils ne croient plus en rien? Si, je pense que justement, sur des terrains de guerre, il y a toujours un peu d'espoir, voire parfois beaucoup d'espoir. Parfois beaucoup de... Là, pour prendre l'exemple de l'Ukraine, par exemple, où je viens de passer 2 mois, les gens ne sont pas du tout prêts à pousser dans la direction d'un accord négocié de sortie de guerre, où les Ukrainiens et les Russes ça serait autour d'une table et les Ukrainiens accepteraient de perdre une partie de leur territoire en échange d'un retour de la paix. Ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là, ils sont dans un état d'esprit encore très combatif, malgré le fait que l'invasion dure depuis bientôt 2 ans et qu'en fait la guerre dure depuis bientôt 10 ans. Puisque le début de la guerre, c'est 2014, c'est le Donbass, la guerre entre le gouvernement et les séparatistes soutenus par la Russie. Donc, malgré presque une décennie de conflit, il y a encore un esprit très combatif, pas du tout résolu. Et c'est aussi un état d'esprit qu'on retrouve dans d'autres pays, avec aussi forcément parfois beaucoup de désespoir, fatalement, dans des villes qui ont pu être détruites, des familles qui ont pu être décimées. Il y a aussi ça, du désespoir, bien sûr. Est-ce qu'on peut rendre compte de l'état d'esprit, du vécu, sans prendre parti? Moi, je crois assez peu en l'objectivité quand on est un reporter. Je pense que l'objectivité, ou tendre à l'objectivité, est important quand on a la prétention d'écrire des articles factuels, des analyses, quand on présente un journal. Je pense que là, il faut essayer de tendre à l'objectivité, même si on ne peut jamais être à 100% objectif. Mais le travail du reporter, je trouve par définition, est subjectif, puisqu'on va sur le terrain, au plus près des gens, et on donne à voir et à entendre des perspectives bien particulières. Quand je vais en Afghanistan, dans des villages très conservateurs, pro-talibans, parler à des gens qui se félicitent du retour au pouvoir des talibans, ça ne veut pas dire que je suis pro-taliban, mais ça m'adresse d'entendre cette perspective-là. Après, mes articles sont bien sûr, les faits sont vérifiés, les infos sont contextualisées, l'article est écrit avec un esprit critique, mais ça m'intéresse de donner à voir et à entendre des perspectives très particulières, y compris les perspectives avec lesquelles je suis en désaccord profond. Aussi, je trouve que c'est moins grave aussi pour le reporter de ne pas être objectif tant qu'il est honnête, tant qu'il fait ce travail de vérification des informations, tant qu'il fait ce travail de contextualisation, tant qu'il il garde un esprit critique, tant qu'il reste honnête. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Moi, je fais confiance à mes lecteurs pour ne pas être leur seule source d'information et qu'ils aillent chercher des infos ailleurs, des reportages ailleurs, qu'ils s'informent auprès de moi, mais qu'ils s'informent aussi auprès de tout un tas d'autres journalistes et tout un tas d'autres médias, qu'ils fassent aussi leur travail finalement. Donc, je ne suis pas leur seule source d'information, donc c'est pas grave finalement si je ne suis pas parfaitement objectif. Comment l'être dans des tels terrains? Je pense que si, je vais peut-être terminer là-dessus, le reporter en zone de guerre a aussi un devoir de clarité morale, je crois. Alors c'est un grand terme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis un être supérieur qui a une sorte d'ange qui flotte au-dessus de la masse, une clarité morale? Mais en vrai, je pense que c'est important de ne pas créer de fausses équivalences, de dire
les forces russes qui envahissent l'Ukraine, ce n'est pas la même chose que les forces ukrainiennes qui défendent leur pays. Il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Même si je peux aussi avoir beaucoup d'empathie pour des soldats russes, qu'en fait on a été chercher, qui ont à peine 18 ans, qu'on a été chercher au fin fond de leur province, qui pensaient qu'ils allaient être accueillis en héros en Ukraine, qu'ils allaient libérer les Ukrainiens d'un régime nazi, qui ont été trompés, faibles, naïfs. Donc j'ai aussi je peux avoir de l'empathie pour une empathie professionnelle pour ces gens-là, mais aussi une clarité morale, où je ne mets pas tout le monde au même niveau. Précisément, est-ce que l'on peut travailler des deux côtés d'un conflit quand on est reporter de guerre? Alors, d'un point de vue éthique-moral, il faut travailler des deux côtés. D'un point de vue logistique, c'est souvent impossible. Moi, j'ai couvert quoi? J'ai couvert la guerre contre Daesh. Il était bien sûr impossible d'aller du côté de Daesh pour faire un reportage auprès d'eux. Sur l'Ukraine, aujourd'hui je travaille en Ukraine, j'aurais beaucoup de difficultés à aller en Russie. J'aurais des difficultés à avoir l'accréditation, le visa. J'aurais des difficultés, même si j'obtiens ces autorisations-là, à aller sur le terrain, dans le Donbass, auprès des Russes, et avoir un accès plus ou moins indépendant. J'aurais beaucoup de difficultés à retourner en Ukraine après, parce que je pense que les Ukrainiens ne seraient pas très contents que je me sois rendu dans ce qu'ils considèrent comme étant des territoires occupés. Et c'est le cas, hein, ce sont des territoires occupés. Donc, je pense qu'ils seraient assez mécontents que je passe de l'un à l'autre, malheureusement. Donc d'un point de vue logistique, c'est très compliqué. Là, sur Israël-Gaza aujourd'hui, vous allez y repartir. J'y vais dans 2 jours. Je ne pourrai pas aller à Gaza, parce que les Israéliens nous en empêchent. Sauf au moyen de ce qu'on appelle un embed. On part embarquer avec l'armée israélienne pendant quelques heures. Ils contrôlent les images, donc avec une valeur journalistique assez peu élevée, je trouve. Donc là, pareil, j'aimerais pouvoir aller et du côté israélien et à Gaza, mais c'est impossible. Donc d'un point de vue, pour des questions purement logistiques, malheureusement, on n'y arrive pas. Est-ce que la guerre, c'est en blanc et noir? Non, jamais. Et je suis toujours très surpris quand je vois des reportages écrits dans des zones de guerre qui essayent de faire du noir et blanc. C'est le grand reproche que j'ai pour un certain philosophe de guerre qui, de son point de vue, couvre des conflits où il y a toujours des bons et des gentils. Je trouve ça assez absurde. Encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il ne faut pas créer de fausses équivalences entre les acteurs, entre les belligérants. Mais il n'y a pas des bons et des gentils, il n'y a pas du noir et des blancs. La guerre, c'est uniquement, exclusivement des nuances de gris. L'expérience afghane, c'est une expérience forte. C'est une expérience qui se termine dans le retour des talibans, qui se fait par gradation. Ce n'est pas un retour aussi brutal que leur première arrivée, pas immédiatement aussi brutal. Qu'est-ce qu'on a comme sentiment quand on part et qu'on se dit ça va être difficile de revenir? On a le sentiment de laisser, parce que votre métier, c'est aussi d'avoir sur place des gens qui vous aident, qu'on appelle des fixeurs, qui sont ceux qui vous aident à obtenir les rendez-vous, à traduire, etc. Parce que vous n'êtes pas quand même capable de parler toutes les langues locales. Oui, mais c'est important de le mettre en lumière. Le fixeur, c'est le journaliste local qui aide le journaliste étranger, puisqu'effectivement, on ne parle pas forcément la langue, on ne maîtrise pas forcément les aspects logistiques du terrain. Donc ça, c'est vraiment le rôle du fixeur. C'est avoir un carnet d'adresses, c'est éventuellement conduire, c'est faire la traduction, c'est pouvoir contextualiser certaines choses parce que c'est quelqu'un de local, donc il y a des connaissances très fines, effectivement, forcément des dynamiques et des histoires et des thématiques qu'on veut couvrir. Mais il faut de la confiance. Mais il faut de la confiance. Et ça, c'est déjà, moi je travaille qu'avec des fixeurs que je connais, en qui j'ai confiance, sauf quand forcément j'arrive dans le pays pour la première fois, et donc je travaille avec un fixeur avec qui j'ai jamais encore travaillé, mais alors je me fais conseiller par d'autres journalistes qui ont pu travailler avec cette personne, avec lui ou elle, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entraide dans notre milieu, de se dire ah mais tiens, lui il est bien, lui fais attention, parce que forcément il y a des mauvais fixeurs comme il y a des mauvais journalistes. Donc on se conseille les uns les autres pour travailler avec des personnes de confiance, puisque le rôle du fixeur est capital. Alors oui, effectivement, lui ou elle reste. Et nous, finalement, au bout d'un moment, on part. Alors, parfois, on revient, parfois pas. Et c'est compliqué, d'autant plus en Afghanistan, où le régime taliban est quand même un régime liberticide, un régime presque un État policier, ou carrément un État policier, qui représente potentiellement un danger pour ses collaborateurs locaux, des journalistes étrangers. Donc c'est toujours très compliqué. Et aujourd'hui, j'aimerais retourner en Afghanistan, mais je n'ai pas encore résolu le problème de savoir avec qui je vais travailler,
parce que je ne veux pas mettre cette personne en danger. Donc, est-ce qu'on travaille finalement avec un fixeur qui est proche des talibans, enfin suffisamment proche pour pas qu'il le menace, mais pas assez proche qu'il reste quand même indépendant? C'est compliqué, on est un peu sur le fil du rasoir. Parce que la première chose auquel on doit faire le plus attention, c'est de ne pas mettre les gens en danger. Ça, c'est ça le plus important. Avant notre travail de reporter, avant d'aller chercher l'information, le critère le plus important, c'est de ne mettre personne en danger. Donc, dans le cas de l'Afghanistan, dans le cas d'autres terrains, c'est parfois compliqué, ça demande beaucoup de réflexion. Ça veut dire quoi? Qu'il faut maquiller aussi certaines voix dans les reportages quand ils sont sonores, flouter certaines images, changer les noms et les identités. Ça passe par tout ça? Oui, parfois même, pour rebondir là-dessus, flouter n'est parfois pas suffisant. Parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, il y a même parfois des logiciels qui permettent de déflouter. Donc on a une interview qui a été anonymisée avec un floutage au montage. Il est parfois possible d'enlever ce floutage et donc de voir qui est la personne qui parle. Donc maintenant, beaucoup de médias conseillent de juste pas filmer le visage. On filme les mains, les pieds, le dos, ce genre de choses. Ou alors parfois, là par exemple, la question s'est posée pour moi récemment en Ukraine, quand j'étais sur le front de Zaporizhzhia, dans le sud du pays, à la rencontre d'un soldat qui a de la famille en zone occupée. Donc c'est vraiment l'histoire de cette personne qui mène un combat très personnel, d'essayer de libérer son propre village et de libérer sa propre famille. Or, on sait que la situation en zone occupée est alarmante, qu'il y a des gens qui sont kidnappés, arrêtés, torturés. Et donc ce soldat était prêt à me parler à visage découvert, en me parlant de sa famille. Et il l'avait même déjà fait pour une chaîne américaine 6 mois plus tôt, qu'il avait donc filmé à visage découvert. Et moi j'ai une commande d'une télé pour ce sujet-là. Et finalement j'ai dit à la télé, non, on ne va pas le faire, trop risqué. Même si lui dit oui, parfois le journaliste est mieux placé que la personne, mieux placé que la source, pour savoir qu'est-ce qui est dangereux ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Parfois les gens disent oui, et en fait ils ne se rendent pas compte qu'il faudrait mieux dire non. Et donc c'est à nous d'avoir cette responsabilité-là. Parce que, encore une fois, il n'y a rien de plus important que ça, de faire attention qu'on ne met personne en danger. Jusqu'où peut-on aller lorsque l'on veut couvrir le terrain et que effectivement on se trouve face à des gouvernants locaux ou nationaux, que ce soit dans des zones occupées, que ce soit par rapport à Israël, par rapport à Gaza, que ce soit par rapport aux talibans, que ce soit sur tous les terrains où vous allez. Jusqu'où est-on prêt à un certain moment accepter ce que d'aucuns appelleront une collaboration avec le régime pour pouvoir couvrir? Je vais essayer de répondre à la question avec des exemples précis. Par exemple, sur l'Afghanistan, j'y étais 3 fois un mois. Il n'y a pas eu de collaboration avec le régime taliban. C'est-à-dire qu'à ma grande surprise, ils donnaient assez rapidement, assez facilement des accréditations aux journalistes étrangers et nous laissaient travailler quasiment en toute liberté, peut-être même en toute liberté. Il y a juste sur la question des manifestations de femmes afghanes contre le régime taliban. Là, c'est vrai que j'ai une fois où j'ai voulu en couvrir une et j'ai été rabroué par les talibans, même frappé. Donc ça, c'est un exemple. Mais sinon, de manière générale, je pouvais arriver à faire ce que je voulais et aller chercher une parole critique contre les talibans, sans trop de difficultés. Et puis, pendant cette période-là, un peu de grâce, qui a duré 1 an et demi, même les journalistes locaux de médias afghans arrivaient à inviter en plateau des activistes féministes afghanes, des activistes qui critiquaient le pouvoir taliban sur des chaînes afghanes. Donc ça, c'était assez intéressant. Aujourd'hui, ça a changé. Les talibans donnent beaucoup moins facilement d'accréditation aux journalistes étrangers. Donc là, maintenant, se pose un peu plus la question de savoir à quel point est-ce qu'on est prêt à montrer patte blanche, à travailler avec eux, pour à la fois essayer de travailler contre eux. Donc c'est là que ce jeu-là, maintenant, plus complexe, pourrait est peut-être nécessaire. Je vais voir. Il faut réussir à... Finalement, ce qui compte, c'est que l'article que j'écris soit un article que j'ai pu réaliser de manière la plus indépendante possible. Et puis parfois, même quand on n'arrive pas à travailler de manière indépendante, quand on est suivi, quand on a une sorte de guide
que ce soit un guide taliban, russe, iranien, qui nous suit, qui suit le journaliste partout, et donc qui empêche le journaliste de faire certaines choses. C'est pas pour ça que ça n'a aucune valeur. Il faut juste alors le dire dans le papier. De dire, voilà dans quel contexte ce reportage a été réalisé. Parce que du coup, on peut toujours compléter par des interviews par téléphone. Évidemment, quand on est suivi par quelqu'un qui travaille pour un régime, on ne va pas aller rencontrer des gens critiques et les mettre en danger. Mais on peut toujours faire ces interviews par téléphone après. Et ensuite, incorporer ces témoignages-là dans le papier. Donc, ne pas réussir à travailler de manière totalement indépendante sur le terrain, c'est pas trop grave tant qu'on se rattrape une fois au moment de l'écriture, je crois. Parce que de toute façon, on n'a parfois pas le choix. Alors sinon, c'est quoi? Sinon, on ne va pas du tout sur ces terrains-là. C'est pas non plus la solution. Est-ce que l'on peut devenir soi-même, en tout cas le papier que l'on sort ou le reportage que l'on sort, est-ce qu'on peut devenir un enjeu du conflit, sachant qu'une des parties va utiliser cela pour se donner une posture ou faire pression? C'est sûr que sur des terrains de guerre, où il y a la propagande est la plus forte, où il y a des vraies guerres communicationnelles, c'est sûr que les belligérants, les gouvernements, les régimes essayent de nous utiliser, de nous instrumentaliser. Après, ils peuvent essayer, c'est pas pour ça qu'ils y parviennent. Donc tant on a conscience de ça, tant qu'on a conscience de ces dynamiques, la chance que j'ai aussi, c'est que j'écris peu en anglais. J'écris surtout en français. Et pas toujours pour des grands médias, parfois pour des petits magazines. Et donc, les régimes en question ne retombent pas en fait sur mes papiers. Contrairement à un journaliste de la BBC, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'être discret sur son travail. Donc moi, j'ai un peu cette chance-là, c'est que je pense pas que les talibans vont aller me googler et réussir à retrouver tout ce que j'ai écrit. S'ils s'en donnent les moyens, ils pourraient. Mais le Hamas le fait, ou le faisait. Je ne sais pas si le Hamas en est encore capable, vu l'état des choses, vu l'état des faits, mais le Hamas, quand j'allais à Gaza, parfois, au moment où j'arrivais, me disait « Ah, on a vu que vous aviez écrit ça, ça c'est pas bien ». Je disais « Ah ok, je le referai plus ». Et je le refaisais quand même. Parce qu'au pire, j'écrivais sous pseudonyme. Je peux le dire aujourd'hui parce que je ne pense pas que le Hamas sera encore capable de contrôler comme il le faisait le travail des journalistes. Mais en fait, il y avait des tentatives de contrôle. C'est des tentatives de contrôle qui sont quasiment systématiques dans ces terrains-là, mais qui souvent échouent en fait. J'ai rarement dû faire face à des tentatives de contrôle efficaces et totales. Ni en Irak, ni en Israël, ni à Gaza, ni en Afghanistan. En Afghanistan, ça a peut-être changé, je le disais. Je verrai si j'arrive à y retourner. Souvent, il y a des tentatives, mais qui échouent. Il y a beaucoup d'incompétence aussi sur ces terrains-là, de la part des autorités. À la vérité, on ne peut que s'en féliciter, évidemment, pour vous aider dans la capacité à réagir et à produire. Mais alors, ça veut dire que toute la lumière de ce prix Albert Londres, j'ai osé le qualifier de prix Nobel du journalisme, parce que c'est comme ça qu'il est couronné, en tout cas dans nos milieux. Mais ça veut dire qu'être sous les spotlights et être le lauréat du prix, ça vous handicape? Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Et en même temps, ça montre aussi ce que je suis, c'est-à-dire un journaliste honnête. J'ai aucun mal à aller voir le Hamas ou les talibans aujourd'hui et leur dire oui, j'ai écrit des articles extrêmement critiques de vos régimes, mais j'ai été juste. Et tout ce que j'ai écrit est vrai, et vérifié, et contextualisé. Et j'ai aussi écrit sur l'occupation et le blocus et les tueries perpétrées par l'armée israélienne. Donc je suis critique de tout le monde et je fais mon travail avec honnêteté. C'est pas forcément un discours audible pour certains régimes, mais je pense que parfois ils sont aussi plus intelligents que ça. Ils sont plus intelligents que simplement la censure. Et finalement, justement parce que je suis un journaliste honnête et critique, finalement, pourquoi pas m'ouvrir la porte? Parce que moi, je suis prêt à avoir de l'empathie, une empathie professionnelle pour tout le monde. J'ai aucun problème à aller dans Gaza aujourd'hui et même avoir de l'empathie pour des combattants du Hamas, malgré le 7 octobre. Parce que certains d'entre eux sont des gamins de 18 ans
qui ont vécu toute leur vie sous blocus. Et on peut avoir une perspective empathique sans justifier quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas justifier l'injustifiable. Mais on peut essayer de comprendre certaines dynamiques. On peut avoir un regard intéressé et respectueux, même pour les pires individus de la planète. Donc c'est aussi comme ça que je vois mon métier. Et donc je crois que certains acteurs peuvent voir ça aussi s'ils sont suffisamment malins pour le voir. Il faut faire le pari de l'intelligence, évidemment. Il faut faire le pari de l'intelligence. Est-ce qu'il y a des gens ou des faits que l'on n'est pas prêt à couvrir? Non, je crois pas. L'interview de Saddam Hussein en son temps, de Bachar el-Assad, de quantité d'autres. Alors ça, c'est différent. Des interviews de despotes comme ça, sanguinaires, comme un Bachar el-Assad, ou en plus dans un exercice de communication très verrouillé, où ils sont préparés à ça, et ils vont nous peu importe les questions qu'on pose, ils vont nous ressortir. Célèbre de Bachar el-Assad par David Moujadès, qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Oui, je ne sais pas s'il faut. Je suis pas sûr que la réponse soit de ne pas le faire, mais en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je trouve que c'est un exercice journalistique qui a assez peu de valeur. Donc finalement, on donne la parole au pire despote de la planète. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de valeur d'un point de vue purement journalistique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Par contre, d'aller parler à des soutiens de Bachar el-Assad, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller voir les petits, pas les généraux et les présidents et les dictateurs, mais d'aller voir les gens en dessous, les gens qui déjà ont une parole plus libre, parce qu'ils sont moins habitués à cet exercice de parler à des journalistes, qui ont une parole souvent plus vraie, moins filtrée. Donc ça, déjà, une parole plus intéressante, je trouve. Et puis surtout, bien sûr qu'il faut essayer de comprendre qui sont ces gens. Il faut comprendre qui sont les soutiens au pire régime de la planète. Parce que souvent, ce sont des régimes parfois qui sont aussi populaires. Et donc, il faut comprendre qui sont ces gens-là qui les soutiennent. Quand je vais en Afghanistan, dans un village conservateur pro-taliban, c'est un exercice impératif d'aller parler à ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas minoritaires. Ils représentent une grande partie des Afghans. Dans ces campagnes conservatrices, ils sont parfois plus conservateurs que les talibans eux-mêmes. Donc c'est intéressant d'aller leur donner la parole. Mais ça ne veut pas dire leur donner une parole sans vérifier ce qu'ils disent, sans contextualiser ce qu'ils disent. Quand je vais dans un village en Afghanistan, que je parle au chef du village et qu'il me ment, et que je sais qu'il ment, et ben, quand je le cite dans mon article, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, virgule, ment-il. Au lieu de explique-t-il, dit-il, j'écris ment-il. Donc oui, je lui donne la parole, mais avec un regard critique, en faisant tout simplement mon travail de journaliste. Expliquer aujourd'hui à nos publics que le monde est complexe, que les sujets sont complexes à l'heure où tout le monde aime la rapidité, le like pas, etc. C'est un exercice très particulier qui vous emmène aussi à aller aux périphéries des moments de guerre. L'Ukraine, c'est aussi la Pologne, c'est aussi la Biélorussie, c'est aussi d'autres terrains. Évidemment, la Syrie, c'était aussi la Turquie dans sa lutte contre Daesh. L'Irak, c'était aussi d'autres voisins. Il faut pouvoir trouver le temps, l'énergie de convaincre qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans ces pays-là. Oui, bien sûr. Sur la guerre en Ukraine, c'est un conflit tellement énorme dans son échelle que ça touche forcément le monde entier. Déjà, quand je vais en Afghanistan, ils se plaignent de l'inflation et du prix du pain qui a augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Parce que l'Ukraine est le grenier de toute partie de la planète. Donc ça, il faut pouvoir effectivement le raconter, le documenter dans les pays de la périphérie, ici en Europe, parce que les guerres là-bas, ce sont aussi des réfugiés ici. Et il faut pouvoir documenter leur destin, l'accueil qu'on leur réserve ou non. Donc tout ça, ce sont des sujets importants aussi. Et puis dans les pays en tant que tels, là aussi, il faut réussir à prendre un pas de côté. La guerre, c'est pas juste la ligne de front. La guerre, c'est des conséquences sur la culture, l'économie, les relations interpersonnelles. La guerre, c'est des relations de voisinage de plus en plus houleuses entre des pro-russes et des Ukrainiens qui vivent dans le même building. La guerre, c'est en Irak, à Mossoul, après la fin de la bataille, c'est là aussi des relations de voisinage tendues entre voisins, entre ceux qui ont soutenu les djihadistes, ceux qui les ont rejetés, entre des familles dont le père a pu être un combattant.
et où on reproche aux enfants les actions d'un parent. C'est tout ça aussi qui est important de raconter. C'est pas juste les bombes, c'est pas juste le front, c'est pas juste les soldats. C'est aussi revenir 5 ans plus tard, c'est aussi revenir 10 ans plus tard et raconter comment la guerre qui est terminée continue d'impacter ces gens, tout simplement. Est-ce que lorsque l'on est témoin, comme vous l'êtes, de la guerre, vous êtes les témoins pour nous, lorsque l'on est les témoins quasiment au quotidien, en tout cas à longueur d'année, de guerre sur plusieurs théâtres, est-ce qu'on peut encore croire à la paix? Il faut croire en la paix, mais forcément on a un regard un peu désabusé à force de fréquenter des terrains de guerre. Mais un terrain de guerre n'est jamais un terrain de guerre pour toute la vie. Après, c'est pas parce que les hostilités ont cessé que c'est la paix. Ça peut être, on peut passer de la guerre à la fin des combats, mais pas forcément à la paix. Parfois, l'après-guerre est encore plus dangereux parfois pour certains civils, parce que ça va être l'avènement de groupes armés qui vont aller phagocyter toutes les sphères de la société. Je pense à l'Irak avec des milices chiites soutenues par l'Iran, qui investissent les sphères de la politique, de l'économie, qui prennent le contrôle sur le terrain, installent des checkpoints, s'emparent de villages, de terres agricoles. Donc il n'y a plus de guerre en Irak. C'est pas pour ça que la situation, c'est difficile pourtant de poser un regard optimiste sur l'Irak aujourd'hui, alors que la guerre est terminée. Donc croire en la paix, oui, mais sans naïveté. Henri Lafontaine était, avec d'autres, un grand adepte fondateur, Bureau international de la paix, des conférences sur la paix, une société des nations dont il a lui-même immédiatement dénoncé les limites. Il est mort en 1943, à un moment où l'issue de la Seconde Guerre mondiale ne lui était pas connue, donc on peut imaginer en plus son immense amertume dans les derniers instants. Mais il croyait quand même aux vertus de l'arbitrage international. Est-ce que lorsque vous avez l'expérience que vous avez, Wilson Fash, sur les terrains de guerre et autres, vous croyez encore en la capacité des grands organismes comme les Nations Unies, les agences des Nations Unies? Certaines viennent en aide aux populations, d'accord, mais est-ce que c'est un alibi de la bonne conscience finalement? Est-ce qu'ils sont réellement en mesure de faire et d'empêcher certains de faire? Pas vraiment, parce que si on regarde la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec des pays comme la Russie, les États-Unis, qui ont quand même des intérêts complètement antagonistes, ça veut dire que avec leur pouvoir de veto, ils peuvent absolument tout bloquer. Les résolutions contre le régime de Bachar el-Assad, bloquées par la Russie. Quand on tente de faire passer une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza, c'est les États-Unis qui bloquent. Donc en fait, on voit qu'il y a toujours un parrain d'un certain belligérant qui se trouve à la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sur le terrain, est-ce que ces agences, d'éventuels casques bleus et autres, ce sont des alibis? Je ne sais pas si ce sont des alibis, ça dépend tellement d'un terrain à l'autre. C'est difficile de dessiner des généralités, tellement chaque terrain a ses spécificités. Mais de toute façon, ces institutions, vaut mieux qu'elles existent qu'elles n'existent pas, je pense. Mais elles ont fait la preuve aussi de leur manque d'efficacité, voire leur manque d'utilité totale sur certains conflits. Si on prend un exemple concret de la guerre en Syrie, par exemple, on voit que finalement les Nations Unies ont collaboré avec un régime assassin, celui du président Bachar el-Assad, où finalement les Nations Unies se retrouvaient à donner de l'argent à des soi-disant ONG qui sont en fait à la solde du régime. Donc les Nations Unies ont financé le régime de Bachar el-Assad. Les Nations Unies ont rendu presque en quelque sorte respectable le régime de Bachar el-Assad en allant lui serrer la main dans des palais dorés. C'est compliqué quand même. Alors est-ce que pour autant les Nations Unies doivent se retirer de Syrie et laisser la population crever? C'est pas non plus la solution. Donc, il faut qu'elle soit là, mais il faut qu'elle travaille autrement, je pense. Est-ce que vous imaginez un jour
après avoir couvert les terrains d'action, de guerre, les populations en but à ces guerres, en proie à ces guerres, est-ce que vous imaginez un jour bifurquer vers un autre journalisme sur des terrains pacifiques, avec des choses moins touchy? On verra. Peut-être que il se fait, ça dépendra aussi de ma situation personnelle. Peut-être que le jour où j'aurai des enfants, j'aurai moins envie de m'exposer au risque. Ou pas. Après, j'ai plein de collègues, de confrères et de consoeurs qui ont des enfants et qui sont toujours sur les mêmes terrains que moi. Donc, on verra. Peut-être que, je n'arriverai plus à travailler en zone de conflit parce que c'est un métier qui est très dur. Peut-être que psychologiquement, un jour, dans 10 ans, je dirais non, c'est fini, j'y arrive plus et que je me consacrerai à d'autres choses. C'est difficile à prévoir. Pour le moment, c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer à faire. Euh, Après, j'aime aussi de plus en plus prendre un pas de côté, faire des sujets plus longs, pourquoi pas faire du documentaire, pourquoi pas écrire un livre, pourquoi pas donner des cours de journalisme. Donc d'avoir ces activités connexes qui me permettent aussi de passer moins de temps peut-être dans des terrains en guerre. Là, c'est quand même, je passe 6 à 7 mois par an quand même sur le terrain, exclusivement sur les terrains de guerre ou d'après-guerre, on va dire. Donc peut-être que dans 10 ans, je passerai moins de temps, mais j'espère que je continuerai à faire ce métier-là. Je me le souhaite, oui. Quel est votre pire souvenir? Pire souvenir, je pense que c'est quand ça touche à la vie privée du reporter qui perd des collègues. Je pense que c'est ça le plus difficile. Quand on apprend que quelqu'un a été blessé, quand on apprend que quelqu'un a été tué, quand tout d'un coup on est happé par les conflits qu'on couvre. Quand on essaye d'être de simples observateurs, mais en fait c'est jamais possible d'être un simple observateur à partir du moment où on est sur place, à partir du moment où on se met en danger, à partir du moment où nos collègues, qui sont aussi souvent des amis, se mettent en danger. On sait que le casque et le gilet pare-balles marqué presse ne protègent plus. Ça fait parfois de nous des cibles. Il suffit de voir les derniers chiffres du nombre de journalistes tués dans le monde ces dernières années. Des records absolus. Donc c'est ça les pires souvenirs finalement. C'est de perdre des collègues et des amis. Et le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, il y en a beaucoup, hein, c'est difficile d'en choisir un. Le meilleur souvenir. Je ne sais pas si c'est le meilleur souvenir, mais là, comme ça, c'est celui qui me vient en tête. Je fais un reportage durant la bataille de Mossoul, où les forces armées irakiennes tentent de reconquérir cette grande ville du nord de l'Irak des mains des djihadistes du groupe État islamique. Et finalement, je me retrouve à assister à une mission de sauvetage où des soldats irakiens vont aller récupérer, chercher 3 familles d'une trentaine de personnes qui sont enfermées dans une cave depuis 3 semaines sur la ligne de front, avec très peu d'eau, très peu de nourriture, pas vu la lumière du jour depuis 3 semaines, pour tenter de rester en sécurité dans cette cave. Et finalement, les soldats vont les chercher, les exfiltrent pour les éloigner du front et les envoyer dans un camp de réfugiés pour les protéger. Et de faire les interviews de ces gens, notamment un jeune qui parle anglais, je lui dis que je suis belge, il me parle de Eden Hazard, tout ça sur une ligne de front. Lui, il est famélique, avec une énorme barbe, tout blanc, tout maigre. Et par hasard, je le croise un mois plus tard dans un café, rasé de près, souriant, à table avec ses amis, en train de manger un burger. Donc c'est un souvenir tout bête, c'est une anecdote parmi des milliers d'autres, mais c'était un moment que je garde en moi, oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? De continuer à faire ce métier dans les meilleures conditions possibles. On le formule, ce souhait. Merci. Merci Wilson Fash. Avec plaisir. Merci d'avoir été fidèle une fois de plus à notre rendez-vous de la chaire Henri Lafontaine. Vous voyez, les sujets, les invités sont variés, mais ils répondent à ces aspirations et à ces réalités du moment. On se retrouve sous peu. Merci.